Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Laissez-nous également un commentaire. Au cœur d'Umuokoro, un village où la tradition était fièrement arborée, vivait Amarashi, la jeune fille dont tout le monde parlait, que ce soit à voix basse ou en louange. Sa beauté ne résidait pas seulement dans sa peau impeccable ou l'éclat hypnotique de ses yeux en amande, mais dans sa douceur, sa gentillesse envers les étrangers et la force de son calme. Pourtant, pour Amarashi, la beauté était un fardeau. Elle ne pouvait aller au marché sans que les femmes se bousculent, murmurant que les dieux lui avaient trop souri. Les hommes la fixaient trop longtemps, les vieilles femmes lui tapotaient les cheveux avec fierté, et les jeunes filles enviaient son charme. C'était comme si sa beauté ne lui appartenait plus, qu'elle était devenue le bien le plus précieux du village. Elle souriait souvent, mais derrière ses yeux grondait une tempête, pleine d'épuisement, d'attente et de peur. Un après-midi, lorsque le crieur public traversa Umuokoro, sa voix résonnant comme le tambour qui résonnait dans les cours et les champs, il apporta une nouvelle qui fit tourner l'estomac d'Amarashi. Le prince Tabena, fils du défunt roi Abadik, qui avait régné d'une main de fer et d'une voix tonitruante, revenait de l'étranger. À son retour, la tradition ancestrale lui dictait de choisir une épouse parmi les jeunes filles d'Umuokoro. L'atmosphère changea instantanément. Les mères commencèrent à toiletter leurs filles, les couturières rouvrirent de vieilles malles remplies de vêtements ancestraux, et le village bourdonna d'impatience. Mais c'est Amarashi qui attirait le plus l'attention. Il ne choisira personne d'autre, murmurèrent les villageois avec assurance. Amarashi était le choix évident. Il l'avait dit avec une telle certitude, comme si son destin était déjà scellé. Ce soir-là, Amarashi était assise tranquillement sous le manguier au clair de lune derrière sa maison, les pensées lourdes. Son jeune frère, Shibandu, jouait avec une chèvre à proximité, inconscient du poids qu'elle portait. Sa mère, fière et enthousiaste, avait déjà commencé à préparer ses râpeurs pour l'occasion. Le père d'Amarashi était silencieux, mais l'étincelle dans ses yeux montrait qu'il s'attendait lui aussi à ce qu'elle soit choisie. Mais Amarashi ne voulait pas d'une couronne qu'elle n'avait pas demandée. Elle ne voulait pas être perçue comme une récompense pour la royauté. Les histoires du père du prince Tabena la hantaient. Des histoires de froideur, de châtiment et de tradition qui enchaînaient les femmes au mur du palais. Amarashi désirait la liberté, pas un trône. Elle voulait choisir sa propre voie, vivre sa vie sans entrave. Et au fond d'elle-même, elle savait déjà que si elle voulait cette liberté, elle devrait fuir. Amarashi avait toujours été une fille dévouée. Elle allait chercher de l'eau avant le lever du soleil, aidait sa mère à tenir le stand de soupe au poivre les jours de marché et écoutait patiemment les anciens qui divaguaient sur les traditions. Mais maintenant, avec la réalité imminente d'être choisie par un prince qu'elle n'avait jamais rencontré, son obéissance silencieuse commençait à s'effriter. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux cadeaux des voisins. Des papiers Kent, des bracelets en or, des pantoufles traditionnelles, tous livrés avec le même message. Tu feras une belle reine. La pression montait comme la vapeur dans une bouilloire. Les femmes du village la traitaient comme un vase sacré, lui chuchotant des conseils sur la conduite à tenir lors de l'arrivée du prince. Mais Amarashi ne voulait pas être modelée à l'image de qui que ce soit. Elle voulait vivre comme elle-même, et non comme le joyau du village, ni comme le trophée d'or du palais. La 4e nuit après l'annonce du crieur, Amarashi contempla son reflet dans un petit miroir, n'y voyant pas une future reine, mais une jeune fille aspirant à quelque chose de réel. Le clair de lune traversait les fenêtres en bambou de sa chambre, projetant des ombres argentées sur le tapis. Les mains tremblantes, elle sortit un sac en cuir usé de sous son lit. Elle le remplit de 2 emballages, de l'écharpe de sa défunte grand-mère et d'une petite liasse d'argent qu'elle avait économisée au fil des ans. À l'aube, tandis que les coqs chantaient paresseusement, Amarashi jeta un dernier regard à sa famille endormie. La poitrine de sa mère se soulevait et s'abaissait en rythme. Shibendu serrait un petit lion en bois dans son sommeil. Les larmes montèrent aux yeux d'Amarashi, mais elle ravala sa boule et se glissa par la porte de derrière. La brume matinale masqua ses pas tandis qu'elle disparaissait sur le sentier quittant Umuokoro. Lorsque le soleil se leva sur les collines et illumina le village, Amarashi avait disparu depuis longtemps. Son absence ne fut remarquée qu'en fin d'après-midi, lorsque sa mère alla la chercher pour le dîner. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens se rassemblèrent,
Les hommes fouillèrent les faubourgs et les enfants jetèrent un coup d'œil sous les étals du marché. Mais personne ne la trouva. Les murmures se transformèrent en cris de trahison, certains l'accusant de manquer de respect à la tradition, d'autres craignant qu'elle ait été blessée. Mais Amarashi était déjà à des kilomètres de là, les pieds poussiéreux, le corps fatigué, mais l'esprit vivant. Elle n'avait pas de destination précise, seulement le rêve de disparaître dans une ville où son nom ne signifiait rien et où sa beauté ne dictait pas son destin. Elle marchait résolument, le cœur battant, empli d'un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Le voyage vers Elio n'était pas de tout repos. Amarashi voyagea à l'arrière d'un camion de tomates pendant une partie du trajet, puis marcha des heures sous le soleil brûlant de l'après-midi. Ses pantoufles étaient usées et la poussière s'accumulait sur sa peau comme une seconde couche. Mais lorsqu'elle aperçut enfin les toits colorés et les rues animées d'Elio, quelque chose en elle s'illumina. Contrairement à Umuokoro, Elio bourdonnait d'activité. Les commerçants criaient les prix, les bus klaxonnaient, les enfants couraient après des pneus sur des routes poussiéreuses. Ici, pas un murmure. Personne ne s'arrêtait pour admirer ses pommettes ou complimenter sa peau. Elle n'était qu'un visage parmi d'autres. Et pour la première fois de sa vie, Amarashi se sentit libre. Elle erra dans la ville jusqu'à tomber sur une petite auberge nichée entre un atelier de couture et un atelier de mécanique. La surveillante, une femme corpulente aux yeux doux nommée Mamangozi, accepta d'héberger Amarashi si elle pouvait l'aider aux tâches ménagères. Ce soir-là, Amarashi se blottit sur un fin matelas en mousse dans un coin d'une chambre partagée. Il y avait 3 autres filles, Grace, Bimbo et Tolu, chacune avec ses propres histoires, ses rires et ses secrets. Ils l'accueillirent sans hésiter. Amarashi se présenta à eux sous le nom d'Amaka, un nom qu'elle choisit pour enterrer encore davantage son passé. Dans les jours qui suivirent, elle nettoya le camp hostile, alla chercher de l'eau pour le réservoir et aida Mamangozi à vendre Akira sur le bord de la route. Le travail était dur, mais la liberté était délicieuse. Elle pouvait rire sans être observée. Elle pouvait se promener au marché sans être suivie. Pour la première fois, Amarashi se mit à rêver, non pas de palais ou de couronne, mais de posséder sa propre petite boutique, peut-être un petit café rempli de livres et d'odeurs de Rijalo. Pourtant, sous ce calme, une douleur sourde subsistait. Les blagues idiotes de Shibendu, le fredonnement apaisant de sa mère en cuisinant, et même les tambours du soir sur la place Umuokoro lui manquaient. Mais elle se rappelait que c'était son choix. Et chaque matin, elle se levait avant le soleil et murmurait « Tu es libre, Amaka ». Elle portait ce nom comme un bouclier, déterminée à ne laisser personne découvrir qui elle était vraiment. La ville acceptait son anonymat, et elle le laissait faire. Elle ignorait que le destin, toujours à l'écoute, toujours à l'affût, avait commencé à tourner. Et que très bientôt, Elua serait le lieu où son passé et son avenir entreraient en collision. De retour à Umuokoro, le palais était agité. Les anciens restaient assis dans un silence tendu pendant les réunions du conseil. Le chef Okonkwo, le plus ancien des conseillers, fulminait en lisant une lettre du prince Tabena. Le prince avait une fois de plus retardé son retour, prétextant avoir besoin de temps pour mieux comprendre son peuple. Le conseil était alarmé. Depuis des générations, la tradition voulait qu'une fois qu'un prince avait atteint la maturité et terminé ses études à l'étranger, il revienne promptement choisir une épouse et s'acquitter de ses devoirs royaux. Les gens attendaient. Des festivités avaient été prévues. Et maintenant, la plus belle jeune fille du village ayant disparu, la tension montait. Mais Tabena ne s'en souciait pas. Loin des portes du palais et des attentes royales, il était assis à l'arrière d'une voiture poussiéreuse, se dirigeant vers un lieu dont il n'avait entendu parler que dans les histoires. Elua. La décision de Tabena avait choqué même ses plus proches gardes. Il s'était dépouillé de ses symboles royaux, avait emporté quelques vêtements et avait laissé des instructions pour annuler les formalités jusqu'à nouvel ordre. « Je veux vivre comme eux », avait-il dit. Au moins pour un temps. Avant de porter la couronne, je dois comprendre ce que signifie servir. Le souvenir du règne de son père le hantait, froid, inflexible, craintif. Tabena voulait quelque chose de différent. Il ne voulait pas être un tyran ni épouser quelqu'un simplement parce que la tradition l'exigeait. Il avait besoin d'espace pour penser, respirer, vivre. Alors que la voiture entrait en trombe dans la banlieue d'Elua, il sourit devant cette simplicité. Ici, pas de porte dorée. Juste la vie, désordonnée, authentique et vibrante.
Il trouva un modeste gîte tenu par un enseignant à la retraite et se présenta comme Tob, un voyageur venu de l'Est cherchant à se reposer quelques semaines. À Eluwa, Tabena déambulait librement, achetant parfois du maïs grillé aux étals du bord de la route ou s'asseyant au parc pour observer les passants. L'anonymat était rafraîchissant. Pas de révérence, pas de sourire forcé, juste des interactions humaines sincères. Et même s'il gardait son identité secrète, il restait majestueux dans sa façon de traiter les gens, humble, respectueux et observateur. C'est au cours d'une de ces longues promenades qu'il aperçut un dépliant annonçant le prochain festival culturel d'Eluwa. Quelque chose dans les couleurs vives et l'écriture manuscrite le fit s'arrêter. Peut-être qu'ici, au milieu des tambours et des rires, il trouverait les réponses qu'il cherchait. Ce qu'il ignorait, c'est que le destin avait préparé bien plus que des réponses. Il avait préparé Amarashi, la jeune fille qui avait fui tout ce qu'il représentait. Eluwa s'animait de couleurs vives, de musique et du doux parfum des délices de rue, tandis que le très attendu festival culturel débutait sous la lueur orangée des lanternes accrochées sur la place de la ville. Amarashi, désormais connu sous le nom d'Amaka, avait rejoint le comité local d'urbanisme grâce aux relations de Mamangozi et avait passé la semaine précédente à peindre des panneaux en bois, à organiser des troupes de danse et à plier des emballages colorés destinés au spectacle. Pour la première fois depuis son départ d'Umuokoro, elle se sentait à sa place. Aucune ombre royale ne planait sur elle. Le festival était une célébration de la vie, pas d'une obligation. Tandis que les danseurs tournoyaient et que les enfants riaient, Amaka se tenait près de la scène improvisée, un plateau de pouf à la main, rayonnant de fierté devant le travail de la communauté. Son cœur était léger et elle s'autorisait à rire librement, inconsciente que le destin tissait de nouveaux fils dans son histoire. De l'autre côté de la foule, Tabena, désormais simplement Tob, marchait lentement sur la place animée, s'imprégnant des images, des sons et de l'énergie d'un peuple qu'il était censé gouverner mais qu'il n'avait jamais vraiment connu. Il portait une simple chemise marron et un jean, et un chapeau tressé baissé pour éviter d'attirer l'attention. En croisant des femmes vendant des bijoux artisanaux et des enfants exécutant des acrobaties, il s'émerveillait de la richesse et de la beauté de la vie aux portes du palais. Puis, son regard se posa sur elle, droite et gracieuse, telle une femme qui n'avait pas besoin d'être remarquée pour rayonner. Quelque chose dans sa présence l'attirait. Sa façon de rire en aidant un garçon à ajuster son costume, la façon dont son rappeur lui serrait la taille avec pudeur, la paix dans son expression, tout cela lui semblait familier et pourtant totalement nouveau. Tob marqua une pause, stupéfait, le cœur battant à tout rompre. Leurs regards se croisèrent par hasard, ou par le destin, à travers la foule. Amarashi soutint son regard un instant de trop avant de détourner rapidement le regard, faisant mine d'ajuster un panier à ses pieds. Mais quelque chose palpitait dans sa poitrine. Elle avait vu bien des visages ces dernières semaines, mais aucun comme le sien, calme, confiant, mais porteur d'une profonde conviction. Tob s'approcha d'elle sous prétexte d'acheter un encas au stand voisin, et lorsqu'elle lui offrit un sourire chaleureux et demanda « Puf puf ou Akura ?» Il rit doucement et répondit « C'est toi qui me conseilles, Amaka. » Elle cligna des yeux, surprise. « Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-elle, légèrement amusée. Il fit un signe de tête vers son badge. « C'est écrit sur ta poitrine. » Ils ont tous les deux ri. C'était simple. C'était innocent. Et aucun d'eux n'imaginait que la chose même qu'ils fuyaient se tenait juste devant eux. Alors que la fête se poursuivait tard dans la nuit, la musique résonnait sur la place et les rires résonnaient comme des cloches. Amarashi et Tobena se sentaient attirés l'un vers l'autre comme par un aimant, attirés l'un vers l'autre par quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Au bout d'un moment, elle quitta ses tâches et il lui proposa de l'accompagner, naviguant tous deux dans le dédale vibrant des danseurs de feu, des batteurs et des vendeurs de nourriture. Ils partagèrent des bananes plantains grillées et échangèrent des plaisanteries légères sur le groupe qui dansait le mieux. Tob prit soin de ne pas mentionner son vrai nom ni son titre, et Amarashi, prudente mais curieuse, se présenta à nouveau comme Amaka, une jeune fille d'un village lointain qui essayait de se construire une nouvelle vie. Plus ils parlaient, plus ils sympathisaient. Leurs paroles coulaient avec aisance, leur sourire était naturel et, pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous deux perçus, non pas pour ce qu'on attendait d'eux, mais pour ce qu'ils étaient vraiment. Ils se retrouvèrent près de la scène centrale, où se déroulait la dernière danse culturelle. L'air était empli de rythme et d'applaudissements tandis que les artistes tournoyaient et coordonnaient leurs pas au rythme des tambours.
Tob tendit la main, un sourire enfantin aux lèvres. « Danse avec moi, dit-il. » Amarachi hésita une seconde. Elle ne danserait jamais en public. Mais ce soir, c'était différent. Elle lui prit la main. Leur corps bougeait lentement au rythme de la musique, se balançant non seulement au rythme de la musique, mais aussi au gré des émotions grandissantes entre eux. Regards croisés, mains fermes mais douces, ils avaient l'impression de se connaître depuis plus de quelques heures. Alors que le dernier battement de tambour résonnait dans la nuit, Tob se pencha et murmura « Je suis vraiment content d'être venu ce soir. » Amarachi sentit ses joues se réchauffer et son cœur battre la chamade. « Moi aussi, » répondit-elle, se demandant si elle avait commis une erreur en baissant la garde. Une fois le festival terminé et les bagages rangés, Amarachi l'accompagna jusqu'à la route menant au lodge. Ils s'arrêtèrent devant un manguier tranquille, la lune projetant des ombres entre eux. Un silence apaisant s'installa avant qu'ils ne disent « Tu n'es pas comme la plupart des gens que j'ai rencontrés. Tu es ancré dans la réalité. » Elle sourit doucement, peut-être parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à rêver de voler. Il rit, on est deux. Ils échangèrent des au revoir en se promettant de se revoir bientôt. Tandis qu'ils s'éloignaient, Amarachi resta immobile, le cœur battant plus fort que ses pieds. Que faisait-elle? Elle avait quitté Umuokoro pour échapper à un prince. Et pourtant, elle commençait à ressentir quelque chose pour des inconnus qu'elle connaissait à peine. Mais Tob se sentait en sécurité. Il se sentait différent. Et pour ce soir, c'était suffisant. Les jours qui suivirent furent rythmés par des conversations légères, des promenades tranquilles et des moments partagés que ni Amarachi ni Tabina n'avaient anticipés. Ils se retrouvaient presque tous les après-midi, parfois au stand de Mamangozi où Amarachi aidait à servir les repas, d'autres fois dans une librairie voisine où elle avait trouvé un emploi à temps partiel. Tob attendait souvent, un roman à la main, sirotant du zobo et la regardant passer de table en table avec Grace. Elle avait évoqué sa passion pour la littérature lors d'une de leurs promenades, et il avait pris l'habitude de lui emprunter des livres justes pour en discuter plus tard. Leur lien s'était tissé naturellement, lentement, sans grand geste, juste une connexion authentique et brute. Ils parlaient de souvenirs d'enfance, de leurs plats préférés et même de leurs peurs. Mais aucun des deux n'osait en dire trop. Amarachi craignait toujours d'être reconnu, et Tabina craignait que son identité ne complique les choses. Tabina, lui aussi, avait trouvé un but à Iliwa. Souhaitant rester proche d'Amarachi sans éveiller les soupçons, il s'est porté volontaire dans un centre de jeunesse local. Là, il enseignait aux garçons à jouer aux échecs et aidait à réparer les balançoires cassés dans la cour de récréation. Les enfants l'adoraient, sa patience, son écoute attentive, la chaleur de son sourire. Il aimait se rendre utile sans que son nom fasse le travail à sa place. La nuit, allongé sur le mince matelas de sa modeste chambre, il pensait à Amarachi. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré. Honnête, forte, mystérieuse. Il ignorait ce qu'elle cachait, mais il n'insista pas. Il cachait quelque chose, lui aussi. En sa présence, il n'était qu'un homme cherchant à se comprendre, et non un prince cherchant à se mettre à la place de son père. À mesure que leur amitié s'approfondissait, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'étincelle qui les unissait. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des livres au café, Amarachi trouva un mot coincé entre deux romans. On pouvait y lire « Si tu étais un chapitre d'un livre, je ne voudrais jamais que l'histoire se termine. » Ses joues s'empourprèrent lorsqu'elle leva les yeux et vit Tabina debout devant la fenêtre, souriant comme un écolier. Il n'avait pas besoin de définir ce qui se passait. Il leur suffisait de se comprendre d'une manière que d'autres ne pourraient jamais comprendre. Mais sous les rires et la complicité, une horloge invisible tournait. Aucun d'eux ne savait combien de temps ils pourraient encore cacher leur vérité, et comment celle-ci pourrait menacer tout ce qu'ils construisaient lentement ensemble. De retour à Umuokoro, la curiosité s'était transformée en une tempête d'inquiétude. La mère d'Amarachi avait visiblement vieilli en quelques semaines seulement, les yeux cernés par les nuits blanches et le cœur lourd de culpabilité. Des murmures circulaient dans le village comme des plumes. Certains disaient qu'Amarachi s'était enfui avec un traître, d'autres pensaient qu'elle avait couru un danger. Les anciens débattaient de l'opportunité d'envoyer des hommes fouiller les villes voisines. Pendant ce temps, la pression montait sur le palais, et les anciens s'impatientaient. L'absence prolongée du prince Tabina n'a fait qu'empirer les choses. Sans aucun signe d'Amarachi ni choix d'épouse en vue, beaucoup ont commencé à spéculer sur un enjeu plus profond. Le chef Fakonko arpentait les couloirs du palais,
l'esprit partagé entre inquiétude et fureur. Le peuple avait besoin de réponses, et la lignée royale ne pouvait se permettre le mystère. De retour à Élua, le destin s'acharna une fois de plus. Alors qu'elle était bénévole au centre de jeunesse, Tabina avait, sans le savoir, attiré l'attention d'un membre du palais, un ancien assistant royal, désormais formateur invité pour le programme jeunesse. L'homme, l'ancien Shima, plissa les yeux en regardant Tob enseigner des mouvements d'échecs à un groupe de garçons. Il y avait quelque chose de familier chez le jeune homme. Sa posture, sa diction, son maintien. Les jours passèrent, et les soupçons de l'ancien Shima grandirent. Bien qu'il n'ait pas approché Tabina, il se fit un devoir de rapporter l'observation à Umuokoro. Si le prince se cachait bel et bien à la vue de tous, le royaume devait le savoir. Et si Amarashi était là aussi, alors tout ce qu'il craignait était peut-être déjà vrai. Amarashi restait parfaitement inconsciente de la tension grandissante chez elle. Élua était devenu son refuge, et Tob, sa lumière. Mais parfois, tard le soir, elle regardait par la fenêtre hostile, se demandant si elle avait bien agi. Avait-elle abandonné sa famille par égoïsme? Décevait-elle ceux qui l'aimaient? Pourtant, face à l'alternative, celle d'être choisie pour une vie qu'elle ne désirait pas, elle s'accrochait à son choix. Sans qu'elle le sache, le monde qu'elle avait quitté se rapprochait. Le destin la rattrapait, lentement mais sûrement, prêt à la ramener dans ce monde qu'elle avait tenté de fuir. La journée était douce, ensoleillée et venteuse lorsque Tabina invita Amarashi, qu'il appelait encore Amaka, à un petit pique-nique dans un champ tranquille aux abords d'Élua. Ils étaient devenus si à l'aise l'un avec l'autre que les mots coulaient désormais sans effort entre eux, et les silences étaient plus apaisants que gênants. Tob avait préparé un panier rempli d'acura, de muamua, de maïs grillé et d'une bouteille de zobo frais. Amarashi apporta une petite natte tressée et un vieux transistor emprunté à Momondosi. Assises sous un arbre dont les feuilles murmuraient au-dessus de leur tête, elles parlèrent de rire et de conversation. Elles évoquèrent les petites choses, la couleur des nuages, les jeux de leur enfance, le goût des mangues pendant la saison des pluies. Mais derrière ces plaisanteries enjouées se cachait une douleur. Il fallait dire quelque chose de plus profond. Tabina rompit ce moment de calme la première, s'allongeant sur le tapis, les yeux rivés au ciel. « Tu as déjà eu l'impression d'être poussé dans une vie que tu n'as pas choisie ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque hésitante. Le cœur d'Amarashi se serra à ces mots. Elle se tourna vers lui, l'encourageant silencieusement à continuer. Il expira. Tout le monde voit la couronne, le titre, le nom. Mais rien de tout cela ne me ressemble. J'ai grandi en voyant mon père régner avec peur, avec un pouvoir qu'il ne savait pas gérer avec douceur. Et maintenant, tout le monde s'attend à ce que je sois comme lui, que je règne comme lui, que je me marie comme lui, que je vive comme lui. Mais ce n'est pas la vie que je veux. Je veux faire un choix différent. Je veux la paix, une vraie connexion. Amarashi écoutait, stupéfait. L'homme devant elle ne ressemblait à aucun prince qu'elle avait craint. Il était gentil, vulnérable, humain. Ému par sa confession, Amarashi se pencha en avant et joua avec un brin d'herbe. « C'est drôle, dit-elle doucement, j'ai fui une vie que je n'avais pas choisie non plus. Tout le monde pensait que ce serait un honneur, mais pour moi, c'était comme une prison. Je ne voulais pas être choisie comme une chèvre au marché. » Elle ne lui dit pas toute la vérité, mais l'essentiel lui suffisait. Leurs regards se croisèrent, et dans ce regard, une compréhension mutuelle naquit, deux êtres pris dans le tourbillon des attentes, trouvant enfin quelqu'un qui les voyait au-delà de la surface. Ils restèrent silencieux un moment. Ils restèrent allongés là, côte à côte, sous un soleil radieux, ressentant le réconfort de leur présence et le rythme tranquille mais assuré de quelque chose de plus profond qui commençait à prendre racine. Les jours qui suivirent leur pique-nique s'écoulèrent à la fois vite et lentement. Amarashi et Tabena se trouvèrent plus que jamais attirés l'un vers l'autre. Chaque regard échangé, chaque frôlement de main, chaque rire accidentel laissait une empreinte dans leur cœur. Mais aucun des deux n'osait nommer l'émotion qui les entourait. C'était un équilibre délicat, quelque chose de si nouveau et de si doux qu'on aurait dit que le simple fait d'en parler briserait le charme. Mais tandis qu'ils erraient sur les bords de leur connexion, la réalité s'imposait, impatiente et implacable. Un matin, Tabena reçut un message urgent d'un assistant royal qu'il avait finalement retrouvé. Le message était bref et clair, « Tu dois revenir. » Les anciens s'impatientent.
La cérémonie de sélection ne peut plus être retardée. Il fixa longuement le parchemin plié, les mots gravés dans sa mémoire. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les toits d'Elua, Tabena rencontra Amarashi derrière la librairie où elle travaillait désormais. Elle était adossée à la balustrade en bois, sirotant du jus d'orange dans un gobelet en plastique. Il s'approcha lentement d'elle, et elle comprit que quelque chose n'allait pas. « Je dois rentrer », dit-il simplement, ne voulant pas compliquer les adieux. Amarashi hocha la tête, le visage indéchiffrable. « Bien sûr. Ton peuple a besoin de toi. » Il y avait une douleur dans sa voix qu'elle ne pouvait cacher. Il fit un pas en avant. « Je ne veux pas te quitter, mais je ne peux pas ignorer mon devoir éternellement. » Elle détourna le regard. « Je comprends. Tu ne me dois rien, Tob. Mais lui, si. Du moins, c'est ce qu'il semblait. » Il voulait lui dire qu'il était vraiment, lui demander de l'accompagner, mais la peur le retenait. Ils restèrent un long moment silencieux. Puis Amarashi murmura. « Parfois, je me demande ce qui arriverait si nous arrêtions tous les deux de courir. » Tabena déglutit, l'émotion lui montant à la poitrine. « Peut-être qu'un jour nous le ferons, répondit-il. Ils ne s'embrassèrent pas. Il n'y eut pas de grande déclaration. Juste un regard doux et prolongé, et un au revoir silencieux et douloureux. Cette nuit-là, alors qu'Amarashi était allongé sur son lit hostile, les yeux rivés au plafond, elle sentit les vieilles questions lui revenir. Avait-elle eu la folie de croire qu'elle pourrait se cacher éternellement? Pouvait-elle vraiment se laisser séduire par quelqu'un dont la vie serait toujours plus grande que la sienne? Et, plus terrifiant encore, et s'il était le prince qu'elle avait fui depuis toujours? L'odeur familière de terre humide et de fumée de charbon accueillit Amarashi alors qu'elle pénétrait dans les faubourgs d'Umuokoro, à l'aube. Plus d'un mois s'était écoulé depuis son départ, et le village avait la même apparence, mais tout en elle avait changé. Elle portait un chapeau blanc qui ombrageait son visage et un simple pagne, se fondant parmi les autres commerçants sur la route. Son cœur battait fort tandis qu'elle sillonnait les sentiers étroits, évitant les endroits où elle aurait pu être reconnue. Elle était rentrée discrètement, non par regret, mais par nécessité. Sa grand-mère était tombée malade, et Maman Ngozi, qui connaissait quelqu'un d'Umuokoro, lui avait annoncé la nouvelle de vive voix. Malgré ses craintes, Amarashi savait qu'elle devait rentrer. Elle ne pouvait pas partir sans dire au revoir à la femme qui l'avait élevée comme une seconde mère. Elle arriva au domaine familial juste avant le lever du soleil. Sa mère était assise dans le jardin, triant des feuilles amères, le dos légèrement voûté, ses mains bougeant plus lentement qu'Amarashi ne s'en souvenait. Shibandu somnolait dans un coin, un livre usé posé sur ses genoux. Amarashi se glissa à travers la clôture et frappa doucement à la porte latérale en bois. Sa mère se retourna brusquement. Un instant, elles se fixèrent du regard. Puis sa mère laissa tomber les feuilles et se précipita vers elle, la serrant dans ses bras avec ferveur, tandis que toutes deux pleuraient en silence. « On te croyait partie » murmura sa mère en larmes. « Tu as tout simplement disparu. » Amarashi la serra fort contre elle. « Il le fallait, maman. Je ne pouvais pas devenir ce que je ne suis pas. » Sa mère n'en dit pas plus. Elle hocha simplement la tête et la laissa entrer. Mais Amarashi savait que son retour ne resterait pas secret longtemps. Elle évitait de sortir et passait son temps à s'occuper de sa grand-mère, dont la santé s'améliorait peu à peu. Elle aida Shibandu dans ses études et ne s'aventura dehors que sous le couvert de l'obscurité. Cependant, les ennuis ne tardèrent pas à surgir. Le village reprit vie avec la nouvelle du retour du prince Tabina. La cérémonie de sélection de la mariée avait été annoncée pour la semaine suivante, et les anciens travaillaient sans relâche pour tout organiser. Amarashi ressentit une étrange oppression dans la poitrine en entendant au loin le roulement des tambours et les préparatifs. Elle ne put s'empêcher de se demander si Tob était bien rentré sain et sauf, et s'il se trouvait dans le palais même qu'elle avait craint toute sa vie. Le silence entre eux semblait désormais plus pesant que la vérité qu'ils avaient tous deux refusé de dire. À l'intérieur du palais, Tabina était assis sur le tabouret cérémoniel de ses ancêtres, l'air distant tandis que les anciens discutaient de lignée, d'héritage et d'obligations. Il écoutait, mais son esprit était loin, à Elua, près du café-librairie, au pique-nique sous l'arbre. Son cœur n'était pas dans les robes royales drapées autour de lui, ni dans la lourde couronne de perles placée sur son front pour l'ostentation. Il était auprès d'une jeune fille dont il entendait encore le rire, dont la voix avait adouci le plus profond de son âme. Pourtant, à présent qu'il était de retour, il devait à nouveau porter le masque.
Tout le monde s'attendait à ce qu'il choisisse une épouse, qu'il accomplisse la tradition, qu'il inaugure son règne avec cérémonie et pouvoir. Mais l'idée de se tenir devant une rangée de jeunes filles et de choisir une épouse comme un produit de marché lui retournait l'estomac. Amarashi resta caché, partagé entre la peur et le désir. Par une petite fenêtre de la cabane du jardin, elle entendait au loin les chants et les tambours qui préparaient la cérémonie. Elle était restée plus longtemps que prévu, sa grand-mère allait mieux maintenant, mais Amarashi hésitait sur sa prochaine décision. Disparaître à nouveau éveillerait les soupçons. Rester risquait d'être démasqué. Ses émotions étaient encore plus confuses à la pensée que Tabina était proche. Était-il vraiment le prince qu'elle fuyait? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qu'ils avaient partagé à Elua? Pourtant, elle resta silencieuse, se cachant, ne se faufilant dans la maison que la nuit. Mais le destin n'était jamais loin. Un soir, Shibandu, à qui on avait conseillé de ne parler du retour d'Amarashi à personne, s'égara en parlant à leur mère. Quand Amarashi repartira-t-il? Demanda-t-il innocemment. Leur mère se figea, les mains immobiles, remuant une casserole de porridge aux ignames. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, espérant que personne ne l'avait entendue. Plus tard dans la nuit, elle arriva dans la chambre d'Amarashi, les yeux emplis d'inquiétude. « Tu ne pourras pas rester caché longtemps, dit-elle doucement. Les gens parleront. Ils le font toujours. » Amarashi hocha lentement la tête. Elle le sentait aussi. L'air du village avait changé. Quelque chose se préparait. Et cette fois, elle n'était pas sûre de pouvoir y échapper. La matinée était inhabituellement calme à Umuokoro lorsque le prince Tabena décida de se rendre chez la seule jeune fille dont le nom n'avait pas quitté les lèvres des villageois depuis l'annonce de son retour, Amarashi. Bien que personne ne l'eût vue, les anciens avaient insisté sur le fait qu'elle aurait été la mariée idéale, et la curiosité de Tabena fut piquée. Accompagné d'un léger cortège, il arriva sans prévenir dans la propriété familiale, vêtu simplement d'un cafetan blanc traditionnel et de babouches. Sa mère, surprise de voir le prince sur le pas de sa porte, l'accueillit rapidement, les mains tremblantes et s'inclinant respectueusement. Amarashi, entendant un léger vacarme provenant de la hutte du fond, jeta un coup d'œil par une étroite ouverture dans le mur, le cœur battant à tout rompre le voyant. Tob. L'homme avec qui elle avait tant partagé, à Elua. Elle ne s'était pas trompée. C'était le prince. À l'intérieur, Tabena était assise en face de sa mère, d'un ton humble et respectueux. « J'ai tellement entendu parler d'Amarashi, commença-t-il d'une voix douce. On dit qu'elle est forte, gentille et sage pour son âge. J'espérais la rencontrer avant la cérémonie de sélection, mais j'ai cru comprendre qu'elle était absente. » Sa mère hésitait, ne sachant pas trop quoi lui révéler. « Oui, elle est partie, brusquement. On ne sait pas pourquoi, répondit-elle prudemment, son regard se portant vers le fond de la maison. Tabena hocha la tête, pensive. « C'est dommage, a-t-il dit. D'après ce que j'ai entendu, elle semble tenir à sa voix. J'admire ça. J'aimerais que plus de gens soient comme elle. » Amarashi, qui écoutait à travers le mur de bambou fissuré, fut stupéfait par ces paroles. Il ne parlait pas comme un homme tenu par son devoir. Il parlait comme quelqu'un qui la comprenait vraiment, même sans connaître toute la vérité. Lorsque Tabena se leva pour partir, il se tourna une dernière fois vers sa mère. « Si Amarashi revient un jour, dis-lui qu'elle n'est pas seulement désirée, mais respectée. Non pas à cause de ce que les gens attendent d'elle, mais à cause de ce qu'elle est. » Sur ce, il s'inclina légèrement et s'éloigna. Amaraki resta figé, le cœur battant. Elle s'attendait à retrouver en Umuokoro un membre endurci de la famille royale, différent de l'homme avec qui elle avait ri à Elua. Mais il n'avait pas changé. Il était toujours le même Tabena, humble, attentionné, sincère. Alors que le prince disparaissait sur le chemin poussiéreux du village, Amarashi comprit qu'elle ne pourrait plus se cacher bien longtemps. Elle avait fui son rôle, ignorant que celui qui devait le tenir s'était enfui lui aussi. Ce soir-là, Amarashi envoya Shibandu avec un message, un morceau de papier plié sur lequel était simplement écrit « Retrouve-moi près du vieux manguier. Viens seul. » Elle savait qu'il était temps. Elle avait caché sa vérité trop longtemps. Ses sentiments étaient devenus trop profonds pour être enchaînés, et maintenant qu'elle savait qu'il était vraiment, il n'y avait plus moyen de fuir. Elle arriva tôt, l'arbre projetant de longues ombres sous la lumière dorée du crépuscule. Lorsque Tabena apparut, toujours vêtu simplement, son expression était un mélange de curiosité et d'espoir discret. « Amaka,
cria-t-il doucement, et Amarashi s'avança, les mains jointes nerveusement devant elle. Ce n'est pas mon nom, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Je m'appelle Amarashi. Tabena la fixa, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité, puis esquissant un sourire lent et crédule. Ton Amarashi, demanda-t-il, stupéfait. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je me suis enfui parce que je ne voulais pas être choisi comme un prix. Je voulais vivre ma vie comme je le voulais. Je n'aurais jamais imaginé te rencontrer simplement comme Tob. Tabena laissa échapper un petit rire, à la fois soulagé et amusé. Et je n'aurais jamais imaginé qu'Amarashi serait la fille qui volerait puf-peuf dans mon assiette et me gronderait parce que je pliais des coins de livre. Elles rirent toutes les deux, l'attention se laissant aller à une douceur plus grande. Puis, dans le silence de ce soir-là, il lui prit la main. Alors, nous nous cachions tous les deux effrayés. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés. Amarashi lui serra la main, le cœur rempli. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle. Tabena leva les yeux vers le ciel, puis la regarda de nouveau. « Arrêtons de nous cacher. Disons la vérité. Et nous écrivons la suite de l'histoire ensemble. » Ils se tenaient là, les mains liées, leur secret désormais dévoilé, leur chemin ne se séparant plus. La peur était toujours là, persistante comme la dernière lueur du crépuscule, mais l'amour aussi, réel, choisi et pur du devoir. Il ne s'agissait plus d'une couronne. Il s'agissait du lien qu'ils avaient noué sans connaître ni nom ni titre. Et maintenant qu'ils savaient tout, rien ne serait plus jamais comme avant. La nouvelle du retour d'Amarashi se répandit dans Umuokoro comme un feu d'harmattan. D'abord par des conversations chuchotées entre marchandes, puis confirmées par la déclaration audacieuse d'un garçon du village qui prétendait l'avoir vu avec le prince sous le manguier. La communauté explosa de curiosité, certains louant son courage, d'autres l'accusant de tromperie. « Elle nous a abandonnés » murmurèrent certains. « Mais regardez sa sagesse » rétorquèrent d'autres. Les anciens, pris au dépourvu, convoquèrent un conseil d'urgence au palais pour discuter des implications. Il ne s'agissait plus seulement du choix de la mariée, mais d'une question de tradition, d'héritage et des choix surprenants du prince. Dans la salle du palais, Tabina se tenait devant le conseil, la tête haute. « Je n'ai pas choisi Amarashi parce qu'elle est la plus belle, » commença-t-il. « Je l'ai choisie parce qu'elle est la seule à m'avoir regardé dans les yeux et à avoir vu l'homme, pas la couronne. Elle s'est enfuie parce qu'elle pensait que je serais comme mon père. Mais je ne suis pas là pour régner comme lui. Je suis là pour servir différemment. » Certains anciens l'ont grogné, gênés par son audace. D'autres hochèrent lentement la tête, touchés par son honnêteté. « On s'attend à enfreindre la tradition pour une fille qui s'est enfuie » s'exclama l'un d'eux. Tabina le regarda droit dans les yeux. « Oui, car elle n'a pas fui son devoir. Elle a fui sa cage, et je la respecte encore plus pour cela. » Devant le palais, Amarashi attendait anxieusement. Sa mère se tenait à ses côtés, étonnamment encourageante. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, je suis fière de toi. » Quand Tabina émergea, son sourire en dit long. « Ils n'ont pas tout décidé, dit-il, mais ils ont décidé d'une chose, ils écouteront. » Amarashi ressentit une vague de soulagement et d'incrédulité. Elle avait été autrefois la fille que tout le monde croyait élue, puis la jeune fille qui courait. Désormais, elle n'était plus un symbole, mais une femme avec une voix et un choix. Et pour la première fois, le village ne parlait plus seulement de sa beauté. Il parlait de sa force. Tabina n'attendit pas que le conseil organise une déclaration. Il choisit de faire sa demande non pas devant une foule, ni au palais, mais discrètement dans la cour de la propriété de la grand-mère d'Amarashi. La vieille femme, se sentant à présent plus forte, était assise dans son fauteuil en rotin sous le goyavier, fredonnant doucement tandis que les oiseaux gazouillaient autour d'elle. Tabina arriva sans couronne, sans garde, sans fanfare cérémonielle, juste une bague en or blanc et un cœur plein d'espoir. Amarashi n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle avait passé la matinée à cueillir des herbes pour la soupe de sa grand-mère lorsque Tabina apparut à l'entrée, une petite boîte marron à la main et un sourire timide. Il lui prit la main et la conduisit au centre de la cour, où sa famille observait la scène à distance, retenant son souffle. « Je pourrais t'emmener au palais, » dit-il, « mais tu en as assez des palais et de la pression. Je préférerais faire ça ici, là où tu es le plus toi-même. » Il s'agenouilla. « Amarashi, tu m'as montré qui je voulais être, un leader de cœur, un homme que j'ai façonné. Me choisiras-tu, non pas comme prince,
mais comme Tob, ton ami, ton partenaire, l'homme qui réclamera toujours ta voix, pas ton silence. Amarachi haleta, la main sur la bouche, les larmes aux yeux. C'était tout ce qu'elle avait espéré. Pas une affirmation. Un choix. Oui, murmura-t-elle, la voix brisée. Oui, je te choisis. Des applaudissements fusèrent de sa famille, et même sa grand-mère laissa échapper un rire triomphant. Tabina se leva, glissa la bague à son doigt et la serra chaleureusement dans ses bras. Ce n'était pas un conte de fées construit sur des titres ou des apparences, mais un amour choisi avec les yeux ouverts et le cœur ouvert. Dans cette petite propriété, à l'ombre du goyavier, une nouvelle histoire royale commença. Une histoire qui ne commença pas par un décret royal, mais par une demande en mariage humble et sincère, et une jeune fille qui s'enfuit pour finalement trouver tout ce qu'elle désirait vraiment. La grande salle du palais du Muokoro vibrait d'une anticipation anxieuse. Les anciens s'étaient rassemblés, assis en demi-cercle, leurs longues cannes claquant doucement sur le sol carrelé au rythme des murmures des spéculations. Tabina se tenait au centre, les épaules carrées et la voix assurée, s'adressant à eux, non pas comme un prince exerçant son pouvoir, mais comme un jeune homme demandant de l'argent. « Je ne souhaite pas diriger comme mon père. » Commença-t-il, sa voix résonnant contre les murs anciens. « Je ne souhaite pas choisir une épouse parmi toutes celles qui défilent devant moi. Je veux un royaume où l'amour se choisit librement et où le leadership se partage avec sagesse et compassion. » La salle se tut tandis que ces paroles pénétraient. C'était la première fois que beaucoup d'anciens voyaient véritablement l'homme qu'était devenu Tabina. Attentionné, sûr de lui et bienveillant. Le chef Fokonko, le plus conservateur d'entre eux, se pencha en avant. « Et tu crois que ton Amarachi est l'avenir dont ce village a besoin ?» demanda-t-il d'un ton mesuré mais sceptique. Tabina soutint son regard. « Je crois qu'Amarachi représente le courage de vivre en vérité. Elle ne nous a pas fui, elle a couru vers elle-même. Et en se trouvant elle-même, elle m'a trouvé. Nous nous sommes retrouvés hors du poids des traditions. Et maintenant, je vous demande de permettre à notre histoire de s'inscrire dans le nouveau chapitre de ce royaume. » Le silence qui suivit fut pesant, mais peu à peu, les têtes commencèrent à hocher la tête. Quelques-uns sourirent discrètement. Ce n'était pas la discussion à laquelle ils s'attendaient, mais peut-être était-ce celle dont ils avaient besoin. Lentement, le vent tourna en sa faveur. Après quelques instants de discussion privée, les anciens revinrent avec un verdict. Si certains hésitaient encore, la majorité accepta d'adopter une approche plus ouverte concernant les mariages royaux, où le choix personnel ne serait plus désapprouvé. Tabina s'inclina profondément en signe de gratitude. Il savait que cette décision marquait non seulement une victoire pour sa propre histoire d'amour, mais aussi un tournant pour l'avenir du royaume. À l'extérieur du palais, Amarachi attendait, les mains nerveusement entrelacées, dans un silence absolu. Lorsque Tabina émergea, son expression trahit tout. Avec un large sourire, il ouvrit les bras et murmura « Ils ont dit oui ». Amarachi se précipita dans ses bras, son rire éclatant comme un rayon de soleil sur un sol détrompé. Enfin, ils étaient libérés, non seulement des attentes, mais aussi de la peur. Le village du Muokoro n'avait jamais assisté à un mariage pareil. C'était grandiose, mais simple dans sa conception, alliant l'élégance de la royauté à la chaleur de la communauté. Amarachi, vêtu d'un azoab tissé main aux couleurs d'hibiscus et d'or, marchait fièrement dans l'allée, à ciel ouvert, et non pas par les portes du palais. Ses cheveux étaient ornés de perles de corail, ses yeux brillaient de bonheur et ses pas étaient assurés. À ses côtés marchaient sa mère et sa grand-mère, symboles de ses origines. Tabina attendait, vêtue d'une version moderne de la tenue royale traditionnelle. Un abata bleu profond aux broderies subtiles, sa casquette légèrement inclinée vers l'avant, le regard fixé sur celle qui avait tout changé. Au lieu des gardes du palais, la foule se pressait le long de l'espace de mariage. Anciens, enfants, commerçants et agriculteurs. La musique des flûtistes et des percussionnistes traditionnels flottait dans l'air, se mêlant harmonieusement à celle d'un petit orchestre jouant des mélodies glyphes. Amarachi avait insisté pour que la nourriture soit préparée par les femmes du marché, et des plats comme la soupe oa, le riz jalaf et le boli à la sauce au poivre étaient disposés sur des tables colorées. Pas d'étiquette de cour, pas de hiérarchie rigide, juste des gens réunis pour célébrer une histoire d'amour née d'un terreau inattendu. Pendant les vœux, Tabina prit la main d'Amarachi et dit « Je n'ai pas trouvé ma reine dans un palais. Je l'ai trouvée là où les gens vivent une vraie vie,
avec un vrai courage. Amarashi sourit, les larmes aux yeux, et répondit, « Je ne suis pas tombée amoureuse d'un prince. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui écoute. » Lorsqu'ils furent proclamés mari et femme, des acclamations fusèrent de tous les coins du village. Les tambours tonnèrent, les enfants dansèrent et les femmes poussèrent des youyous joyeux. Tabina et Amarashi dansèrent leur première danse au milieu de la foule, entourés non pas de murs de marbre ni de lustres dorés, mais de rire, de soleil et du parfum des fleurs fraîches. C'était une célébration de l'amour, de la liberté et d'un nouvel avenir pour Umuokoro. Le village qui considérait autrefois Amarashi comme une fugueuse la voyait désormais comme un symbole de force, et le prince, autrefois mystérieux, était devenu le cœur du peuple. Ensemble, ils avaient réinventé l'image de la royauté, authentique, tendre et profondément humaine. Le mariage n'a pas éloigné Amarashi et Tabina du peuple, il les a rapprochés. Dès la première semaine, ils ont commencé à visiter les villages voisins, à s'adresser à des groupes de jeunes, à rendre visite à des agriculteurs et à lancer des initiatives privilégiant l'éducation, l'autonomisation des femmes et la création d'emplois. S'inspirant de sa propre histoire, Amarashi a créé un fonds de bourse pour les jeunes filles prometteuses mais sans perspective d'avenir. Ce fonds porte le nom de sa grand-mère, qui lui avait toujours dit que le pouvoir d'une femme ne réside pas seulement dans sa beauté, mais aussi dans sa sagesse. Les premières boursières ont reçu leurs lettres lors d'une cérémonie publique qui a laissé beaucoup de personnes en larmes, notamment Amarashi. C'était plus qu'une promesse, c'était un objectif accompli. Tabina assumait le rôle de dirigeant, non pas avec une couronne de commandement, mais avec les manches retroussées. On l'a vu aider à construire de nouveaux blocs de classe, jouer au football avec des enfants et écouter les traders s'exprimer sur les préoccupations du marché. Chaque fois qu'il s'adressait au village, il parlait avec honnêteté et humilité, reconnaissant que diriger n'était pas un droit, mais une responsabilité. Amarashi resta à ses côtés tout au long de cette épreuve, le soutenant, le stimulant et riant avec lui lors de longues soirées sur le balcon du palais. Leur partenariat n'était pas parfait, mais il était réel, et cela fit toute la différence. Ensemble, ils redonnèrent vie à des lieux longtemps oubliés par le trône. De retour à Elua, la ville où tout avait commencé, ils furent accueillis comme des membres de la famille. Maman Gozi pleurait à chaudes larmes et serrait Amarashi fort dans ses bras, murmurant « Tu vois, je savais que ton esprit était fait pour autre chose. » Le café-librairie organisa une fête en leur honneur, et les enfants du centre de jeunesse se jetèrent sur Tabina comme s'ils n'étaient jamais partis. Amarashi souriait, look her grow. Elle n'était plus seulement la jeune fille qui avait fui un prince. Elle était la reine revenue avec lui, et ils étaient prêts à continuer à construire l'avenir ensemble, brique par brique, cœur par cœur. Un an s'était écoulé depuis le mariage d'Amarashi et Tabina, et le festival d'Elua était de retour, plus grand, plus lumineux et plus aimé que jamais. Les rues étaient colorées, pleines de rires et de rythmes familiers, tandis que les danseurs tournoyaient joyeusement et que les vendeurs vendaient des objets artisanaux et des spécialités fumantes. Amarashi se tenait au bord de la place, vêtu d'une robe ankara simple mais élégante, observant les enfants se diriger vers des cerceaux de feu et les jeunes filles danser, des calebasses sur la tête. Elle se tourna légèrement et vit Tabina se frayer un chemin à travers la foule, 2 bols de suya à la main, avec ce même sourire doux qui lui avait fait craquer. « J'ai faim, Votre Altesse, la taquina-t-il. » Elle rit et prit le bol. « Seulement si vous me nourrissez. » Alors que la nuit avançait et que la musique s'amplifiait, Tabina lui prit la main. « Dansons, dit-il, comme il l'avait fait le soir de leur première rencontre. » Amarashi hésita un instant avant de poser sa main dans la sienne. Ils se dirigèrent vers la place, où les tambours résonnaient bruyamment et les étoiles plus brillantes que jamais. Ils dansèrent, non pas comme des rois et des sujets, mais comme 2 êtres ayant osé trouver l'amour à leur façon. La foule applaudit et les acclama tandis qu'ils tournoyaient et riaient, perdus dans la magie du moment. Le temps sembla s'arrêter, leur permettant de savourer la beauté de tout ce qui les avait ramenés à la vie normale, de l'incertitude et de la peur à la joie et à l'appartenance. Assis sous le même manguier qu'un an auparavant, Amarashi posa sa tête sur l'épaule de Tabina et murmura « Je croyais devoir fuir pour être libre. Mais maintenant, je sais que la liberté, c'est choisir qui on aime et comment on vit. » Il hocha la tête, posant sa joue contre la sienne. Et l'amour finit toujours par trouver son chemin. La musique continua, les étoiles se couchèrent et les gens dansèrent jusque tard dans la nuit.
Et à cet endroit où leur histoire avait commencé, Amarashi et Tabina souriaient simplement, satisfaits de savoir qu'ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose de durable, la preuve que même lorsque vous courez, l'amour peut suivre, doucement, et vous ramener là où vous étiez censé être.